Eh ben, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être ici pour parler de ce beau livre de Catherine Framblin, Niki de Saint-Phal, un héros au féminin, que nous avons publié à la rentrée. Et merci surtout à la Galerie Georges Philippe et Nathalie Valois de nous accueillir. Catherine, tu as commencé, enfin tu es entrée à Artpress en 75, dont tu as été la rédactrice en chef jusqu'en 92. Ça a été, je crois, vraiment une plateforme pour toi pour promouvoir les artistes et les courants dont tu pensais qu'ils étaient importants. Tu as aussi collaboré dans de nombreux autres journaux, magazines. Tu as aussi occupé des fonctions éminentes dans l'institution et tu as été élue correspondante à l'Académie des Beaux-Arts dans la section sculpture en 2023. C'est une charge pas seulement honorifique, je crois qu'il y a du travail quand même. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut aider des artistes en les proposant pour avoir des prix. La section peinture n'a pas de mal à trouver des candidats pour obtenir des prix. En sculpture, c'est plus difficile, mais on a trouvé des gens intéressants. Des gens très intéressants et je suis très contente. Et tu es peut-être surtout l'auteur de monographies et de biographies importantes. Je vais citer uniquement aujourd'hui deux ouvrages qui nous intéressent particulièrement. Une belle monographie sur les nouveaux réalistes, qui est quand même le mouvement qui t'intéresse particulièrement. Et surtout, aujourd'hui, dans la galerie, il y a cette très belle exposition autour d'Armand, une exposition importante et historique. Absolument. Et tu as aussi la biographe de Niki de Saint-Phal. Et ça, c'est évidemment le sujet tout particulier d'aujourd'hui. Quand, il y a quelques années, Marianne Lemétayer m'a dit, il va y avoir une très belle exposition sur Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely et Pontus Hulten. Ça m'a donné envie de faire quelque chose autour de ça. Il y avait déjà une idée qui avait germé en toi autour de la question non seulement des femmes, mais aussi de Niki de Saint-Phal. Niki, elle est entrée comme par effraction dans le monde de l'art, aidée en cela par un artiste de la galerie, Jacques Villeglé, je crois. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça se passe pour elle, l'arrivée dans ce monde de l'art? Oui, c'est un moment très important. C'est en 1961 où elle participe à une exposition collective au Musée d'Art moderne de la ville, le Salon Comparaison. Et Jacques Villeglé a organisé une salle où vont se présenter il va présenter des artistes nouveaux réalistes comme Spoerry, lui-même, Ins, etc. Bon. Et c'est très important parce que pour Niki, c'est la première fois qu'elle va participer à une exposition qui est très reconnue dans le monde de l'art. Elle est toute jeune. Ce n'est pas en fait le début de sa carrière. C'est ça que je voudrais que j'ai souligné dans le livre, mais on va continuer à parler de ce moment en comparaison, qui est effectivement un moment très important, parce que c'est là où elle va comprendre qu'elle a un rôle à jouer sur la scène de l'art, parce qu'elle est là avec des artistes qui sont en train de faire une révolution, qui est la révolution du nouveau réalisme, et elle prend conscience du fait que il se passe quelque chose là sur la scène parisienne qui va être un moment extraordinaire. Et elle veut participer à cette révolution et elle se donne à fond dans cette participation. Elle est toute jeune, mais elle a fait, avant ça, elle a été peintre. Donc, j'aimerais aussi reparler de ça tout à l'heure. Mais bon, il y a tellement de choses à évoquer, évidemment. Non, mais on peut évoquer le début. On reviendra à la comparaison ensuite. Ok, donc en fait, c'est ça que j'ai voulu... C'est une des choses que j'ai voulu dire dans ce livre, qui est très peu mise en avant,
c'est qu'on attribue toujours à Niki, on la voit toujours comme celle qui débarque dans le milieu de l'art en tirant à la carabine. C'est le moment où elle tire, et notamment on dit elle tire sur son père. Voilà le raccourci auquel on a affaire. Et c'est un peu par rapport à cette idée que moi j'ai écrit ce livre, parce que j'ai voulu dire autre chose. J'ai voulu dire que déjà elle a fait de la peinture avant, pendant un certain nombre d'années. Cette peinture n'est pas très connue. Elle la signe Niki Matthews. Du nom de son premier mari. Du nom de son mari. Elle est mariée, elle s'appelle Niki Matthews, elle signe Niki Matthews. Lorsqu'elle va participer au salon Comparaison, où elle prend conscience du fait qu'elle peut jouer un rôle sur la scène artistique par rapport à cette révolution qui est en train de se produire, et elle comprend de quoi il s'agit, elle voit que c'est un événement extrêmement important pour elle, et bien là, elle change de nom, elle prend le nom de Saint-Phal. Donc ce moment est charnière, effectivement, et il est charnière aussi par l'œuvre qu'elle y présente. Elle présente une œuvre qui convie les spectateurs à faire usage de fléchettes pour tirer sur une cible. Cette cible représente une tête, représente donc la tête, soi-disant, d'un homme dont elle veut se débarrasser, d'un amant qui l'encombre, etc., dont elle ne sait pas comment le faire sortir de sa vie. Et elle lui met une chemise blanche. Ces portraits de mon amour, portrait de mon lover et portrait of myself. C'est quand même une chose extrêmement importante, parce que là, vous avez tout Niki, parce que c'est à la fois le portrait de cet amant, mais c'est aussi son portrait à elle. Donc tout Niki, la complexité de Niki est déjà là. Simplement, il faut avoir compris un certain nombre d'autres choses sur la complexité de Niki pour comprendre que là, il se joue quelque chose, c'est-à-dire que Niki, par exemple, là, je suis en train de travailler à la demande de Sophie Duplex à une conférence sur les monstres, et cette conférence, je veux l'intituler Qui est le monstre, toi ou moi ? Il y a toujours ce retournement chez Niki, ce retournement sur elle-même. Et donc, c'est ça que j'ai quand même voulu mettre notamment en exergue, la question de la complexité chez Niki, qui est un peu oubliée lorsque l'on dit « elle débarque sur la scène de l'art », elle tire à la carabine sur son père, et voilà, les jeux sont faits. On reviendra à la question du père. Mais bon, c'est pour signaler ce moment. Alors, ce moment est très important, parce qu'à la suite de ce jeu de fléchettes qu'elle offre au public, elle va passer au tir. Cette scène artistique, elle est composée essentiellement d'hommes. Exactement. Et elle se dit, eh ben, il va falloir que je leur vole le feu à ces mecs-là. Voilà. Enfin, en tous les cas, c'est l'expression que tu emploies. C'est exactement ça. Et finalement, est-ce que tu peux nous dire ce qu'elle fait, comment elle procède pour ça, pour leur voler le feu ? Déjà, ce qui est extraordinaire dans cette notion de voler le feu, il y a la façon dont elle entend la langue française. C'est merveilleux, parce que voler le feu, ça veut dire beaucoup de choses. Et elle, qui est franco-américaine, elle se sert de cette ambiguïté de la langue, parce que voler le feu, évidemment, ce n'est pas seulement tirer à la carabine, prendre une carabine et tirer, faire feu sur les tableaux, c'est aussi prendre une énergie, prendre la volonté de faire quelque chose. C'est-à-dire que quand elle se trouve dans ce salon Comparaison, elle voit des gens qui cherchent avec des mécanismes compliqués, avec des affiches déchirées, avec des collages. Elle voit des gens qui cherchent quelque chose
assez compliqué pour faire de l'art, pour faire quelque chose de très nouveau dans l'art. Et elle fait quelque chose de très nouveau avec un simple coup de fusil. Alors, voler le feu, c'est aussi qu'elle a compris que lorsqu'elle était jeune, elle était dans sa famille, elle voyait bien que c'était les hommes qui avaient le pouvoir. Et donc, voler le feu, c'était leur voler le pouvoir. Dans cette assemblée d'hommes, exclusivement, elle est la seule femme. On la voit dans le livre, on la voit posée à côté de cette brochette, à côté d'hommes en général, et elle est extrêmement fière. Et pour elle, c'est un stimulant. C'est aussi ça, la particularité de Niki, c'est qu'elle a besoin des hommes comme stimulant. Elle a besoin d'être au-dessus, d'être supérieure, d'aller plus loin qu'eux, mais il faut qu'ils soient là pour qu'elle aille où elle doit aller. Et c'est ça aussi une chose qui est très importante. Les surpasser et utiliser le nom de sa famille, parce que Niki de Saint-Phal, quand on ne sait pas, on pourrait se dire que c'est un pseudonyme très bien trouvé, alors, et il se trouve que c'est un très ancien nom de famille français. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ça, parce que c'est quand même bien sûr, essentiel. C'est aussi un des aspects assez particuliers de ma réflexion, parce que je trouve qu'on n'a pas suffisamment insisté sur le fait qu'elle prend le nom, elle aurait pu garder son nom, Niki Matthews. Elle n'avait pas fait de très grandes expositions sous ce nom, mais elle avait fait des tableaux qui avaient été exposés, et c'est comme ça qu'elle a démarré dans l'art. Bien sûr, ça n'a pas eu le même impact qu'à partir du salon Comparaison, et notamment un mois après, 5 semaines après, les tirs à la carabine. Mais elle choisit le nom de son père. C'est quand même pas rien. D'abord, c'est le nom de son père. Et son père, c'est un aristocrate depuis des générations et des générations, depuis les croisades. Oui, c'est un nom qui remonte aux croisades. C'est un nom extrêmement célèbre. C'est une des, je ne sais pas, peut-être dans les 1000 premières familles de la noblesse française, c'est un nom qui compte, parce que toute la famille Saint-Phal, depuis des générations, a servi le pouvoir, du temps au Moyen-Âge. Ils étaient des guerriers, ils ont fait les croisades, et tous les Saint-Phal de la famille, dont elle entend parler pendant toute son enfance, tous ces Saint-Phal ont été de valeureux chevaliers, ont été des guerriers, ils ont servi le roi, ils ont été transpercés par des arbalètes, ils sont tombés de cheval, ils sont remontés, le roi leur a tendu la main, enfin, ils ont servi l'Église, ils ont été extrêmement célèbres. Et Niki a été bercée dans toute son enfance par cette histoire de chevalier. D'ailleurs, on l'appelait Chevalier Saint-Phal parce que c'était une histoire qui avait beaucoup compté pour elle. Et on le sait, puisque Jeanne d'Arc est son idole. Et oui, elle dit ça. Elle disait, j'ai décidé très tôt d'être une héroïne. Qui serais-je? George Sand, Jeanne d'Arc ou un Napoléon en jupon? Alors, parmi ceux-là, il y a évidemment Jeanne d'Arc, il y a aussi Napoléon en jupon. Napoléon, c'est quand même un chef de guerre, c'est un grand guerrier lui aussi, un conquérant. Et puis, cette image d'un Napoléon en jupon, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est une figure hybride. Un Napoléon monté sur son cheval, en jupon, en dentelle, avec des plumes, avec des petits cœurs, comme Niki en fait sur ses... Enfin, c'est une image magnifique, et cette image m'a beaucoup influencée pour choisir ce titre. Napoléon en jupon, c'est cette figure qui n'existe pas, qui ne peut exister que dans l'esprit de Niki. Alors, je ne sais plus très bien où j'en étais. Tu disais qu'elle voyait cette figure de Jeanne d'Arc. Deux choses. Donc, les Saint-Phal, ça représente toute une épopée.
Et cette épopée a été très importante. Donc cet héritage paternel a joué un rôle énorme pour que Niki envisage la création comme une guerre, comme une épopée dont elle serait, elle, à la place de tous ces hommes. Tous les Symphales étaient des hommes, tous les Symphales étaient des guerriers, mais elle était la première guerrière femme. Voilà, et c'est un peu l'histoire du salon comparaison en même temps, c'est très proche. Et puis la deuxième chose, bon, c'est très simple, hein. Depuis sa plus tendre enfance, elle s'appelle Symphale. Je dirais que depuis sa plus tendre enfance, elle était phallicisée, parce que ce nom de Symphale, tout le monde entend bien ce qui se passe là-dedans. Et justement, toutes ces valeurs, toutes les valeurs viriles de l'épopée de sa famille paternelle qu'on lui a racontée, eh bien, elle l'a emmagasinée, elle en a fait sa propre histoire. Alors, ce que je voulais dire aussi, parce qu'on va me le dire, on va me dire, oui, mais Niki, elle s'est moquée de toutes ces croisades et elle a dit, elle savait bien que c'était d'affreuses boucheries et donc elle a critiqué ces croisades. Mais bien entendu, quand elle a eu l'âge de critiquer, mais quand elle était petite fille, ça se mélangeait avec ces histoires de contes, parce que on lui racontait les histoires de chevaliers qui étaient tombés, qui remontaient sur leur cheval et qui avaient transpercé leur ennemi. Et donc, c'était ça. Ça, c'était ancré en elle depuis sa plus tendre enfance. Et ça avait l'allure pour elle de conte pour enfants, évidemment. Elle était un personnage pour de vrai, au fond. Oui, exactement, exactement. Alors, on ne va pas tout faire remonter à comparaison, mais n'empêche que, tu le disais, c'est un moment où elle voit qu'il y a une révolution qui est en train de sourdre et qu'elle veut en faire partie, qu'elle veut aussi voler le feu de tous ces mecs qui sont là, et elle est une des seules femmes, voire la seule femme. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, en quelque sorte, vouloir détruire l'art du passé. C'est un moment quand même charnière pour elle. Alors, on peut dire ça, mais on peut dire en même temps qu'elle construit, bien sûr, parce que quand il y a une œuvre que j'aime beaucoup, qui a été exposée ici, je crois, la Vénus de Milo, elle a été exposée. Cette sculpture qu'elle a faite en 1962, c'est magnifique. C'est à l'occasion d'une pièce de théâtre, dans les coulisses d'un théâtre, elle trouve une Vénus qui doit servir de décor. Normalement, dans les coulisses d'un théâtre, il y a plein de choses qui sont là entreposées. Et donc, elle sort cette Vénus, qui est donc une œuvre du passé, la Vénus de Milo. Et elle va tirer dessus. Et donc, à la fois, elle détruit cette Vénus, mais en même temps, en tirant à la carabine dessus, elle en fait une œuvre contemporaine. Et donc, il y a ça chez Niki, c'est-à-dire qu'elle se sert de... Voilà, elle est à la fois elle détruit, mais à la fois elle construit quelque chose de nouveau. C'est encore peut-être plus prégnant quand les cibles sont blanches et que c'est de la peinture de couleur qui apparaît. La peinture crève les tubes de couleur qui sont recouverts de peinture blanche, donc elle ne sait pas où se trouvent ces poches de couleur. Donc les gens tirent à la carabine sur les tableaux et la couleur jaillit. Voilà. Alors, tu as commencé à expliquer d'où elle créait, de sa famille. Mais tu l'as dit aussi tout à l'heure en commençant, on réduit ou on fait quelquefois des raccourcis un petit peu violents dans le fait de l'associer à ce qui est un drame absolu, c'est-à-dire l'inceste dont elle est la victime, mais qui est finalement quelque chose dont elle va se rappeler ou que son père va lui rappeler beaucoup plus tard.
Et donc, est-ce que tu peux déconstruire ce Alors, raccourci? ben oui, moi ce que je dis, c'est que la formation de Niki, elle commence très très tôt. Elle commence à sa naissance, comme beaucoup, et elle commence par le fait qu'elle est restée 3 ans dans sa famille paternelle en France, euh, alors que sa mère, ses parents, étaient aux États-Unis. Je pense que c'est pendant ces 3 ans-là que Niki se forme. Elle le dit d'ailleurs, elle le dit que ses larmes seront des pierres, etc. Et donc, sa formation et sa résistance à, à l'adversité, si on peut dire, c'est pendant cette époque-là. Ensuite, Elle est heureuse dans ses premières années? alors, elle est chez ses grands-parents paternels et elle ne retourne à New York chez ses parents qu'à l'âge de 3 ans. Mais je pense que c'est à ce moment-là qu'elle prend conscience de la force qu'elle a et on peut dire que, bien sûr, l'inceste qui va intervenir quand elle a 11 ans et demi, elle s'en sortira parce qu'elle a déjà appris à se détacher de sa famille. À ce moment-là, quand les choses surviennent, malgré tout, bon, évidemment, c'est une affaire importante, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses dans la vie de Niki, qui est précisément le fait qu'elle s'est formée avant. Elle s'est formée avant ce moment-là. Et je pense que de s'être formée avant ce moment-là lui a donné les éléments qui lui permettaient de réagir après. Alors, on parle du père, mais toi, tu parles beaucoup de la mère aussi, Voilà. et d'une mère, Bah, on peut dire, difficile. La mère, elle ne fait que d'en parler parce que lorsqu'elle écrit son petit livre qui s'appelle Mon secret, où elle parle donc de l'inceste, qui est un petit livre, elle écrit ensuite un livre beaucoup plus important qui raconte toute sa vie. Et là, tout d'un coup, elle ne parle plus du tout de l'inceste. Elle parle de son père avec énormément d'amour et sa mère, en revanche, est celle qu'elle critique le plus. D'ailleurs, on voit comment elle représente sa mère dans les sculptures. Sa mère est représentée sous la forme d'une grosse matrone qui avale à l'intérieur de son corps un petit bonhomme qui est son père. Et dans ce livre où elle parle de sa famille, de ses premières années, où elle met en évidence sa relation avec son père et sa ressemblance avec son père, eh bien, c'est plutôt sa mère qui est condamnée. Il y a une sculpture qu'on voit dans l'exposition d'ailleurs qui s'appelle Un dimanche en famille ou La promenade en famille. Oui, oui. La promenade du dimanche, voilà, j'ai besoin des deux. Où il y a un couple comme ça qui tient en laisse une araignée. Et je crois que tu tenais particulièrement à cette. La femme, c'est une grosse dondon. Et le mari est un petit homme chétif. Je ne dirais pas que le père de Niki était un petit homme chétif, mais sa vie était ailleurs. Sa vie était à l'extérieur de la maison. Et c'était la mère qui commandait, grosso modo, ce qui se passait à l'intérieur de la famille. Et donc, Niki a eu beaucoup de difficultés avec sa mère, beaucoup plus qu'avec son père, d'après ce qu'elle raconte. Je n'étais pas là, mais c'est ce qu'elle raconte. Et elle a toujours exprimé sa ressemblance avec son père. Et donc, il y a des drames, il y a d'autres drames, hein, puisqu'elle perd un frère. Oui, oui. Bon,
Finalement, sa carrière s'est construite beaucoup pendant toutes ces années avec ce qu'elle vit et dans sa vie de femme et sa vie de fille de cette famille, mais c'est aussi quelqu'un qui se montre résolument forte et qui va avoir un projet qui va être un bouleversement complet dans sa vie. C'est le moment où elle va se mettre en tête de créer le Jardin des Tarots. Voilà. Bon, Voilà. alors, l'origine du Jardin des Tarots, c'est pas tout à fait ça. Il y a du parc Voilà. Güell. Est-ce que tu peux nous en parler un Alors petit peu? oui, et c'est ça, parce que le Jardin des Tarots, en fait, quand on parle de Niki de Saint-Phal, on en parle assez peu, à part, bien sûr, on peut aller au Jardin des Tarots, beaucoup de gens y vont, c'est très beau, etc. Mais quand on parle de Niki de Saint-Phal, on en parle très peu. On parle des tirs, elle tire sur son père, voilà comment les choses se sont résumées, et les nanas, c'est la femme forte. Mais on parle assez peu du Jardin des Tarots. Et le Jardin des Tarots, c'est quand même son grand œuvre. Et moi, j'insiste beaucoup sur ce Jardin des Tarots parce que, pour moi, c'est le lieu de la réconciliation pour Niki par rapport à ce qu'elle a vécu. C'est d'ailleurs les figures du Jardin des Tarots sont assez équilibrées en figure féminine et en figure masculine. Et puis, là, il y a un aspect philosophique. C'est l'aspect philosophique de Niki de Saint-Phal qu'on ignore un peu, me semble-t-il, parce que c'est peut-être plus compliqué à analyser que de dire qu'elle tire sur son père. Mais là, il y a une dimension spirituelle extrêmement importante dans le Jardin des Tarots. Et moi, je crois que c'est vraiment son grand œuvre d'abord. Elle y passe 25 ans de sa vie. Et elle va se crever vraiment à la construction. Elle y met tout son argent. Et puis, elle y exprime ce qu'elle pense sur la vie. C'est un jardin philosophique, en fait, le Jardin des Tarots. Et donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup. Et je pense que je ne me rappelle plus la question. Non, c'était vraiment autour de ce grand œuvre. Voilà, c'est ce grand œuvre. Et ce qui est intéressant dans le Jardin des Tarots, c'est que par exemple, quand il est terminé, elle refuse que les marchands du temple, ce qu'elle appelle les marchands du temple, s'installent à l'extérieur on va pas vendre de soda, parce que pour elle, c'est un lieu presque sacré. Elle emploie des termes pour parler du Jardin des Tarots. C'est une mission qu'elle s'est fixée, et cette mission, elle est presque divine.